le président Bouteflika a démissionné. Des rassemblements ont lieu dans la foulée à Alger. Ahmed Gaïd Salah, le chef d'état-major, vice-ministre de la Défense, a dit « Il n'y a plus lieu de perdre davantage de temps. Il faut appliquer immédiatement la solution constitutionnelle proposée. » Donc c'est l'armée qui a imposé ces décisions. Est-ce que c'est une bonne chose que ce soit elle qui ait trouvé au fond les voies pour sortir de cette crise algérienne, l'armée? Je ne pense pas que ce soit l'armée qui ait trouvé la voie, c'est plutôt le peuple, en l'occurrence. C'est sous la pression de la rue, avec une pression assez spectaculaire, parce qu'elle était d'abord très, très nombreuse, bien sûr, mais également très pacifique. Et puis, vraisemblablement, c'est cette pression-là qui a fait en sorte que l'armée a trouvé cette solution et a débarqué Bouteflika. Voilà, alors, après, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, il faut attendre un petit peu de voir comment va se passer la transition démocratique. Il va falloir organiser... C'est déjà les questions que se posent, bien les sûr, gens dans la rue à Alger. C'est la question qui se pose. C'est comment ils vont être obligés d'organiser une nouvelle élection présidentielle. Qui pourra y avoir accès? Comment ça va se passer? C'est ça qu'il faut suivre maintenant. Le grand débat est en débat à l'Assemblée nationale hier et aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que cette séquence est utile? Je pense qu'il faudrait surtout en sortir. Ce n'était pas forcément une mauvaise idée de lancer le grand débat. Ça permettait d'essayer de trouver une solution politique à une crise qui était aussi politique, mais qui était devenue sécuritaire. Ça a marché plus ou moins bien. Bon, il y a un moment où je crois qu'il faut arrêter la parole et puis rentrer dans le dur du sujet. Je crois qu'on attend des propositions et puis des décisions de la part du gouvernement. Qu'est-ce que vous attendez comme décision? À vrai dire, moi, j'attends pas grand-chose comme décision. Ce que je voudrais savoir, c'est comment est-ce qu'on va sortir. On a une crise politique qui s'est transformée et qui est toujours une crise aussi sécuritaire, qui pose un vrai sujet. Ça fait quand même 20 semaines de suite que notamment, alors plusieurs villes de France, mais moi je suis élu dans le 17e arrondissement, élu de Paris, ça fait 20 semaines que la vie des Parisiens est quand même extrêmement perturbée et c'est le moins qu'on puisse dire. Paris a été mis à feu et à sac par des émeutiers. Je ne considère plus que ce sont des manifestants, mais des émeutiers, sans finalement que le gouvernement ait réussi à reprendre la main. Sauf très récemment, et c'est tant mieux, parce qu'on a fini enfin par faire ce que je réclamais d'ailleurs depuis longtemps, c'était l'interdiction des manifestations qui permettait à la police d'intervenir préventivement pour améliorer les choses. Mais qu'est-ce que vous pensez de la façon dont l'exécutif a géré la partie sécuritaire de cette crise? Je pense qu'on a perdu beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'on est resté trop longtemps sur la posture, ce sont des manifestants. Quand vous avez des gens qui mettent le feu aux voitures, qui attaquent les symboles de la République, qui pillent des magasins, qui agressent des policiers, il y a eu presque 2000 policiers et gendarmes qui ont été blessés. Pendant des semaines et des semaines, la réponse ne peut pas être « les gens ont le droit de manifester ». Ce ne sont pas des manifestants. Voilà. Certains le sont, mais ceux qui font ça ne sont pas des manifestants. Ça s'appelle des émeutiers. Et les émeutiers doivent être traités comme ils sont. Pourquoi le gouvernement a tardé à agir? Pourquoi? Je pense qu'il y a une part légitime d'inquiétude. Vous savez, le maintien de l'ordre à la française, c'est simple, c'est pas de contact. Et pourquoi pas de contact? Parce qu'on veut pas de mort, pas de blessés graves. Une doctrine. C'est une doctrine. Et c'est une bonne doctrine. Seulement, c'est une doctrine qui n'est employable qu'en cas de maintien de l'ordre, de service d'ordre, de manifestation. Quand vous avez affaire à des délinquants, il faut passer la vitesse supérieure et d'une phase statique, demander à la police de rentrer dans une phase dynamique. Pour ça, il faut que le gouvernement donne des ordres aux policiers et aux gendarmes. Aujourd'hui, ce qui a changé aussi par rapport aux manifestations de l'Ancien Monde, c'est que tout est filmé. Tous les gens ont leur smartphone prêt à employer. Et on voit beaucoup de vidéos de violences policières, c'est-à-dire des policiers qui attaquent sans raison apparente les manifestants. Est-ce que l'ancien directeur de la police que vous êtes est choqué par ces images? Alors, faut remettre les choses à leur place et l'église au centre du village. C'est pas deux bandes qui s'affrontent. C'est pas des jeunes qui se bastonnent le samedi après-midi. Vous avez d'un côté des émeutiers et de l'autre des policiers qui sont là parce que c'est leur métier d'être là. Voilà, ils n'ont pas le choix. Le samedi, ils préféraient être chez eux. Ils sont là parce que c'est leur métier d'être là. Et ils répondent à une première violence. Ceux qui sont en cause, ce sont les gens qui sont dans la rue de manière illégale, qui attaquent, qui brûlent et qui pillent. Voilà. Et à partir de là, la violence légitime de la police doit s'exercer. Ou alors on laisse faire et c'est pas la peine qu'il y ait des policiers. Donc on ne peut pas comparer les deux types de violence. Il y a d'une part une violence légitime parce qu'il faut bien que la police ramène la paix dans la rue. Posez la question aux habitants de Paris, posez la question aux gens qui étaient sur les Champs-Élysées il y a 15 jours, posez la question aux commerçants. Ça fait 20 semaines qu'on ne peut plus vivre normalement parce qu'il y a un certain nombre de casseurs qui viennent dans Paris. Est-ce que c'est normal ? La réponse est non. Donc il faut que la police emploie la force à partir du moment où les gens refusent de se disperser et viennent pour attaquer, agresser et casser.
Un mot Oriane sur Mancini. Michel Delpech, préfet de police de Paris, qui a été sanctionné, remplacé par Didier Lallemand. Est-ce qu'il fallait sanctionner pour vous? Est-ce que ça a été infusible? Est-ce que la responsabilité n'était pas politique? Ça a été évidemment infusible. Évidemment, le préfet de police n'est pas responsable de tout ce qui se passe en France, par exemple. Il est responsable de ce qui se passe à Paris. De ce que j'ai vu récemment, que ce soit à Bordeaux, à Toulouse, à Montpellier, à Avignon, les choses se sont passées exactement de la même façon. Le préfet de police est un fonctionnaire, il obéit aux instructions qui lui sont données par le gouvernement. On attend la décision du Conseil constitutionnel sur cette loi anti-casseurs. Pour vous, il y avait des motifs à mettre cette loi, à douter de sa constitutionnalité? Vous savez, je crois plutôt que... Moi, je ne suis pas du tout hostile à la loi anti-casseurs. Elle a d'ailleurs été initiée par, ici même, au Sénat, par Bruno Retailleau et le groupe Les Républicains. Donc c'est une loi, évidemment, que je soutiens. Le sujet, ce n'est pas tellement ça. C'est d'avoir une loi nouvelle. Le sujet, c'est de faire appliquer les lois qui existent déjà. Aujourd'hui, il y a une loi sur les attroupements, c'est-à-dire une manifestation non déclarée. Et à partir du moment où vous avez fait les sommations, les policiers ont fait les sommations, les gens doivent partir. Sinon, c'est un attroupement. Participer à un attroupement, c'est délictuel. Ça veut dire que vous pouvez être interpellé, placé en garde à vue. Et d'ailleurs, les peines sont aggravées si vous masquez votre visage ou si vous êtes armé d'armes par nature ou par destination. Donc, il y avait déjà dans la loi de quoi faire respecter l'ordre. Et on voit bien que le fait d'avoir lancé cette histoire de loi anti-casseurs, c'était plutôt pour masquer une forme d'impuissance de l'État. On va parler des européennes, puisque vous êtes sur la liste Les Républicains aux européennes. François-Xavier Bellamy, tête de liste, était hier devant les sénateurs. Il pense que son frémissement dans les sondages n'est qu'un début. J'imagine que vous allez lui donner raison. Quel score vous visez ? Moi, je vise aucun score particulier. Je pense qu'on a une belle liste, avec une bonne tête de liste. Et d'ailleurs, dans la tête de liste, il y a le trio qui a été avec Agnès Evren et Arnaud Danjean. Agnès Evren, c'est la toute jeune présidente de la Fédération de Paris. Danjean est un député européen particulièrement efficace dans le domaine de la défense et de la sécurité. Donc je crois qu'on a eu une liste qui est intéressante. Mais ce qui est vraiment le plus intéressant, c'est que nous offrons une alternative. Moi, ce que je regrette dans les propos du président de la République, et d'ailleurs dans son clip de campagne, c'est « nous ou le chaos ». Et on voit bien que le grand risque que prend Emmanuel Macron, c'est de dire en gros, si vous ne votez pas pour moi, je suis le seul à incarner la ligne contre les populistes, eh bien vous aurez l'extrême droite ou l'extrême gauche. Et ça, je crois que dans une démocratie, c'est dangereux. Dans une démocratie, il faut qu'on ait un équilibre. Il faut qu'on ait une offre de service, si j'ose dire, importante. Et c'est pour ça que je suis extrêmement satisfait que la liste républicain remonte, et j'espère qu'elle remontera le plus haut possible, parce que du coup, on offre une opposition à Emmanuel Macron, mais qui est une opposition républicaine, d'une droite républicaine. Et de la même façon, d'ailleurs, j'espère bien que le Parti socialiste va remonter un petit peu, parce qu'il n'est pas sain, dans un pays comme le nôtre, que le mouvement qui représente la gauche républicaine soit aussi faible. Vous êtes Sarkozy. Quel regard vous portez sur la séquence de dimanche où on a vu Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron assez proches ? Je crois que c'est d'ailleurs tout à l'honneur de Nicolas Sarkozy et d'ailleurs d'Emmanuel Macron que de reconnaître en Nicolas Sarkozy une figure extrêmement importante du monde politique français. Il a été le dernier président de la République de droite, entre guillemets, ça a été un immense président de la République, et notamment au niveau européen, tout ce qu'il a pu faire, je comprends que ça intéresse et que ça intrigue le président Macron. De le voir si proche d'Emmanuel Macron en pleine campagne des européennes, alors que vous combattez politiquement Emmanuel Macron, ça vous complique pas la tâche ? Non, je ne crois pas, parce qu'en l'occurrence, il n'était pas ni comme chef de parti, ni comme homme politique, mais comme ancien président de la République. Moi, je trouve ça pas mal, qu'il y ait une espèce de continuité entre les présidents de la République. Finalement, le président Macron, comme tous les présidents de la République, c'est quelqu'un qui est assez seul. Il faut qu'il prenne des décisions qui sont extrêmement difficiles, et bien qui se tourne vers Nicolas Sarkozy pour lui demander conseil, ça me paraît tout à fait convenable. Puis vous savez, sur la liste des Républicains, dans les 10 premiers, donc qui sont en position tout à fait éligible, il y a 3 sarkozystes historiques, dont moi. Voilà, je pense que si le président Sarkozy ne soutenait pas notre liste, eh bien on ne serait pas sur cette liste.